Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Si j'ai changé de profession, c'est au départ à cause d'un fort sentiment d'éco-anxiété, en particulier depuis l'épisode Covid. J'avais la chance de faire un métier de rêve, mais depuis quelques temps, j'avais l'impression de ne plus être aligné avec qui j'étais vraiment, de ne plus être en accord avec mes convictions environnementales. Je raconte d'ailleurs ce tiraillement intérieur dans un essai paru en librairie le 3 octobre 2025, publié aux éditions de l'Aube. Son titre est « Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux ». J'y raconte la magie du métier de pilote, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à partir. Si vous souhaitez le lire, vous pouvez le commander dès aujourd'hui en librairie, et je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Olivier Amand. Olivier est biologiste, chercheur, auteur et vous avez peut-être déjà vu une de ses nombreuses interventions sur différents médias. À titre personnel, je considère que c'est l'une des personnes dont le raisonnement m'a le plus influencé ces dernières années, car c'est un des seuls qui soit empreint d'optimisme réaliste. Il se place dans la continuité des penseurs tels qu'Ivan Illich, Edgar Morin ou Michel Serres. Je vous invite chaudement à vous plonger dans ses travaux et ses livres ou vidéos, mais en quelques mots, si vous ne le connaissez pas encore, Olivier prend comme point de départ la sous-optimalité du vivant sur Terre pour nous faire toucher du doigt que nos sociétés modernes devraient probablement changer leur manière de penser si elles veulent survivre aux aléas du futur. Il nous explique que dans la nature, et à l'inverse de ce que nous faisons en tant qu'humains, le vivant optimise très peu, malgré ce qu'on pourrait penser. Il évite généralement la performance et préfère l'adaptabilité. C'est ce qu'Olivier explique en prenant l'exemple de la photosynthèse, base de toute vie sur Terre, qui a un rendement très peu optimal puisque les plantes n'absorbent que 1 à 2% de l'énergie solaire pour faire leur photosynthèse, le reste étant renvoyé dans l'atmosphère. Si les plantes en absorbaient plus, cette photosynthèse serait plus efficace, mais elle serait plus vulnérable en cas d'exposition intense au soleil et elle pourrait griller. Le vivant se sert donc de ses faiblesses pour construire cette sous-optimalité, car c'est comme cela qu'il devient robuste face aux crises. Ainsi, bien que très peu performante, la photosynthèse a lieu sur Terre depuis des milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est très robuste. Cette robustesse qui permet de durer dans le temps se construit grâce à de l'inefficacité, de l'hétérogénéité, de l'incertitude, de la lenteur, de la redondance, des incohérences. C'est-à-dire à peu près l'inverse des valeurs qui sont mises à l'honneur de nos jours. Olivier explique donc que dans un monde de plus en plus fluctuant, la performance ne peut nous entraîner que vers le chaos. L'extractivisme à outrance, la disparition de la biodiversité due aux monocultures et aux pesticides, la pollution et la surpêche tuant les espèces marines, ou encore le burn-out ou les maladies liées au stress, qui sont autant de symptômes de cet excès de performance. Ce dont nous avons besoin, selon lui, dans la plupart des cas, c'est de robustesse, qui inclut les notions de circularité, d'entraide, de low-tech, de diversité et de faire de ses faiblesses une force. Le vivant fait de la robustesse depuis des milliards d'années et il nous faut l'imiter. Aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast, c'est notamment sous l'angle de la santé que j'ai voulu interroger Olivier, car vous allez voir que le raisonnement est exactement le même. Chaque prise de parole d'Olivier est une chance pour celui ou celle qui l'écoute, donc j'espère que vous apprécierez cette discussion autant que je l'ai appréciée, et que peut-être elle ouvrira en vous de nouvelles pistes de réflexion. Bonjour Olivier. Bonjour Anthony. Alors merci d'avoir accepté cet entretien, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Donc tu es biologiste, chercheur, directeur de recherche INRAE au laboratoire de reproduction et de développement des plantes au sein de l'École normale supérieure de Lyon. Et tu diriges l'Institut Michel Serres également, qui réfléchit aux moyens de vivre correctement dans les limites écologiques de la planète. Et tu es également auteur, et ton dernier livre sorti en 2024 s'intitule « De l'incohérence, philosophie politique de la robustesse » aux éditions Odile Jacob. Pour l'instant, j'ai bon ?
C'est tout bon, c'est tout bon. Ok. On a aussi écrit l'entreprise robuste avec les collègues Olivier Charbonnier et Sandra Anlar l'année dernière. Mais c'est plus Ah oui, d'accord. ce sont Oui, des exact. D'accord, d'accord. Bon, moi j'ai lu notamment Antidote au culte de la performance, qui est vraiment génial, que je recommande à tout le monde. Donc déjà, je voulais te remercier d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais depuis des années sans arriver à vraiment le formuler précisément. Et puis, ce que j'apprécie dans ton travail aussi, c'est que les concepts de robustesse, de performance au sein d'un monde de plus en plus fluctuant que tu développes, bah, c'est transposable, je trouve, dans tous les domaines de la vie, et notamment dans la santé, et on va le voir dans cet épisode. Donc pour commencer, est-ce que tu me permets de citer un passage de l'introduction de justement, de ton petit livret, bien sorti en sûr. 2023? Alors, tu écris: les rapports scientifiques convergent pour qualifier le XXIe siècle. Il sera fluctuant. Notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Face à ces turbulences, le contrôle, l'optimisation ou la performance nous enferment dans une voie étroite très fragile. La robustesse, c'est-à-dire maintenir le système stable malgré les fluctuations, est la réponse opérationnelle aux turbulences. Donc, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais les gens qui écoutent le podcast normalement le savent, mais je suis un ancien pilote de ligne. Donc, comme tu peux t'en douter, quand tu parles de turbulences, ces phrases ont tout de suite parlé à l'ex-pilote de ligne que je suis, pour qui les turbulences étaient un peu le quotidien, voilà, des vols que je faisais. Donc toi, quand est-ce que tu as eu pour la première fois cette conscience que la performance pouvait être d'une certaine manière contre-performante? Et est-ce que c'est grâce à ton métier de biologiste ou est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans ta vie? Alors, je pense qu'on le perçoit tous plus ou moins, hein. Dès qu'on commence à forcer sur la performance, hein, que ce soit sportif ou autre chose, on voit bien que ça épuise, hein. Et dans mon cas, moi, je pense que, alors il y a eu ouais, des événements, mais c'est surtout la façon dont on m'a enseigné la biologie. J'ai trouvé que on enseignait surtout les aspects de performance du vivant. Et en fait, ça collait pas avec la version plus émotionnelle que j'avais avec le vivant. C'est en fait, ce qu'on aime bien dans le vivant, c'est les surprises, c'est les côtés un peu, voilà, qu'on n'attend pas, etc. Alors qu'on nous apprend des diagrammes physiologiques hyper bien organisés, etc. Hmm. Donc, bah oui, en fait, ça colle pas. C'est pas ce que je ressens quand je suis en forêt, quand je me baigne ou je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est là qu'il y a eu peut-être une première dissonance. Et bon, puis après, ça s'est amplifié, voilà, plus tard. Ok. Alors tu écris aussi: notre performance alimente une guerre contre la nature, justement. Nous avons optimisé notre environnement pour le mettre au service de nos demandes et non de nos besoins. En retour, nous contractons une dette envers notre milieu. Donc de mon côté, j'aime bien dire, c'est pas parce qu'on peut faire techniquement les choses qu'il faut les faire. Donc par exemple, c'est pas parce que dans mon ancien domaine, il est techniquement possible d'aller passer un week-end à Bali qu'il faut le faire. Ou encore, c'est pas parce qu'on pouvait techniquement développer la 5G qu'il fallait le faire à grande échelle. Bon, pour ça, c'est un peu trop tard, mais on a l'impression que nos besoins réels sont souvent mis de côté au profit du culte de l'innovation. D'ailleurs, on dit bien, on n'arrête pas le progrès. D'après toi, comment est-ce qu'on peut faire pour se sortir de cette fuite en avant et est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Alors, il y a Aurélien Barraud, je trouve qu'il le dit très bien. Il dit en fait qu'on est dans un moment culturel, et donc je le dis aussi, où en effet, on se pose beaucoup trop la question du comment et pas beaucoup la question du pourquoi. Et c'est exactement ce que tu dis sur voilà, le fait qu'on peut faire des choses, donc on les fait, sans se demander pourquoi on les fait. Et donc en fait, peut-être que la première chose à faire dans ce monde qui vient, c'est de faire l'hypothèse que le monde est fluctuant, qui est une hypothèse qui est de plus en plus vraie et qui va se vérifier de plus en plus au XXIe siècle. Donc si on fait l'hypothèse du monde fluctuant, alors le comment passe au second plan. On va d'abord se demander pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux être sûr que ce projet-là est viable, je vais prendre l'exemple de l'avion, par exemple. Hmm. Un avion, quand on construit un avion ou quand on pilote un avion, on sait qu'on va être dans un monde fluctuant. Donc, on fait des choses en lien avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on construit un avion, il y a trois systèmes autopilotes indépendants, hétérogènes, redondance, etc. Donc, c'est pas du tout performant, ça. On trimballe des systèmes autopilotes qu'on va peut-être jamais utiliser. Mais par contre, vu qu'il y a des turbulences, c'est absolument nécessaire pour la robustesse de l'avion. Et ben, c'est un peu pareil. Une fois qu'on commence pour plein d'autres secteurs, une fois qu'on a compris que le monde était fluctuant, alors on se pose d'autres questions. Et donc, le pourquoi vient avant le comment. Et il y a également dans l'avion, il y a deux pilotes. Alors Et oui, que, et absolument. donc il y en a quelque part, il y en a un en trop. Exactement, Ça coûte de exactement. l'argent, ça coûte, voilà, ça Ouais. pèse. Et puis dans mon métier de naturopathe, qui est essayer de rester en bonne santé en prenant soin de son mode de vie de manière naturelle, je représente cette robustesse moi sous la forme d'une chaise à quatre pieds. Donc peut-être tu as déjà vu ce genre
de représentation, mais que j'appelle la chaise de la santé. Donc les 4 pieds, c'est l'alimentation, l'exercice physique, la gestion adaptée du stress, et puis une bonne recharge en énergie, un bon sommeil, etc. Et donc j'explique que le socle de santé, il commence par ces 4 pieds, et il faut les consolider au quotidien. Et quand on se focalise uniquement sur un pied, par exemple l'alimentation, à la longue, ça peut créer un déséquilibre. Et en plus, on tombe dans une espèce de stress de recherche de performance, qui est en alimentation, ça s'appelle l'orthorexie. Les gens qui veulent vraiment manger parfaitement tout le temps et tout. Et donc, ça illustre une phrase qui doit te parler, qui est le mieux est l'ennemi du bien. Mhm. Et quand on dit ça comme ça paraît être du bon sens, de se préserver en évitant la performance à tout prix. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas bien? Alors, pour moi, c'est le piège de la performance. C'est qu'en fait, quand on met le pied dans la performance, c'est très tentant de ne plus s'arrêter. En fait, la performance pousse à l'addiction. Je pourrais le dire comme ça. Ah. C'est qu'en fait, quand on commence à être performant dans un domaine, donc voilà, un des pieds de la chaise, et ben en fait, on va se dire, bah oui, ça marche bien, et en plus, ça répond aux crises, ça me donne une récompense, etc. Donc j'y vais, j'y vais, j'y vais, et donc j'oublie un peu les autres pieds, et je deviens addict. Et ma récompense n'est plus que cet axe-là. Et donc, je me canalise, je m'enferme, je deviens hyper performant, hyper spécialiste, je suis incollable sur le sujet. Sauf que le jour où j'ai un accident sur cet axe-là, je n'ai plus les autres pour me rattraper. Et donc, le contraire de l'addiction, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est être tout le temps en capacité de changer de chemin, hein, finalement. Bah, pour être tout le temps en capacité de changer de chemin, ça veut dire qu'on a entretenu les autres pieds de la chaise. Et là, c'est nettement plus joyeux. Et vraiment, c'est une réponse quasi physiologique à l'addiction. C'est que l'addiction, tout ça, c'est la même chose, hein. C'est performance, addiction, dépression. Tout ça, c'est lié, hein. Quand on est en dépression, c'est qu'on ne voit plus le monde que sous un angle, et cet angle-là est en train de s'effondrer. Donc, évidemment qu'on est déprimé. Si on commence à voir le monde pluriel avec tous ses angles, etc., on est beaucoup moins facilement déprimé parce qu'on a plein d'autres choses qui sont joyeuses à mettre en valeur. Tu veux dire qu'un monde de robustesse comme tu le prônes, c'est un monde où il y a beaucoup moins de dopamine, quelque part? Bah alors, où la dopamine, c'est vrai, il y en a moins, mais quand elle est là, en fait, elle va plutôt récompenser la coopération que la compétition. C'est qu'en fait, on peut le montrer, hein, ça, hein, que en fait, là, le striatum et tout ça, hein, tout ce qu'on raconte sur le bug humain et compagnie, c'est vrai qu'actuellement, la dopamine dans nous, les humains, hein, on a une dopamine qui va récompenser la compétition, la performance. Mais si on éduque les enfants à la coopération, au travail en commun, au travail en équipe, etc., ils vont avoir leur dose de dopamine, alors qui sera moins importante, hein, mais qui va récompenser leur travail en équipe. Et donc, ils auront toujours de la dopamine, mais cette fois, qui va récompenser le groupe et pas l'individu, finalement. Hum. Et dans le même esprit, dans la santé, en fait, il y a une tendance depuis quelques années à vouloir optimiser le fonctionnement de nos organismes. Tu sais, à chercher à travers le développement personnel, voilà, être la meilleure version de soi-même ou ce genre de choses. Pour au final, on sait pas. A priori, on veut être plus heureux, a priori, hein, mais bon, au final, on ne sait pas trop ce que ça donne. Ça peut mener carrément au burn-out. Au burn-out personnel, même au burn-out physique. Et on voit des personnes qui essaient de repousser la mort, même en s'augmentant artificiellement, en se gavant de compléments alimentaires et tout. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Ouais, bah donc voilà, c'est le fameux choix de la performance qui est le choix de la survie. Donc survie, c'est le transhumanisme, hein, c'est Ah pareil, hein. ouais. Et donc quand on est dans la survie, ça veut dire qu'on ne vit plus. En fait, on est déjà mort en fait, et on s'est déjà projeté dans la catastrophe en fait, hein. Et on est en fait dans un mode survie, donc le survivalisme et tout ça. Enfin, c'est un peu extrémiste, ça peut ressembler à ça. Donc en fait, la robustesse, c'est la vie, tout simplement, hein. C'est la pulsion de vie où en fait on vit avec les fluctuations. Et donc, on n'est plus du tout dans cette idée de faire le mieux que soi-même. En fait, on est plutôt. Il y a peut-être un optimum théorique, mais on veut surtout pas l'atteindre. On veut surtout garder des marges de manœuvre en dessous pour avoir ce potentiel qui va nous permettre de réagir en cas de fluctuation. Et donc, c'est donc vraiment l'inverse, hein, c'est qu'on ne va pas chercher à dépasser l'optimum, on va plutôt chercher à être en dessous, être sous-optimaux. Hum. D'ailleurs, dans les pilotes automatiques d'avions de ligne dont tu parlais tout à l'heure, là, il y a une sorte de mode turbulence en fait où quand l'avion vole normalement sans turbulence, il maintient l'altitude au mètre près, et quand il y a des turbulences, il accepte. Et oui, voilà. Parce que sinon, s'il était en train tout le temps d'essayer de revenir à l'altitude parfaite, ça serait hyper désagréable pour les passagers. Donc, il accepte une certaine tolérance d'erreur en fait par rapport à l'altitude. Donc, c'est intéressant, tu vois ça. Ouais, ça, en fait, c'est C'est même exactement ça. accueillir l'erreur, quoi, j'ai envie de Ouais, dire. c'est ça. Ouais, ouais. C'est l'accepter. Mm, mm.
Et justement, donc en ce moment, il y a aussi tu sais, le côté où on n'a pas envie de montrer qu'on a un côté sombre. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, on veut toujours se montrer sous notre meilleur jour, voilà, qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est en vacances tout le temps, ou quoi que ce soit, joyeux, joyeuse, ambitieux et tout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour quitter ce monde-là? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque de se marginaliser finalement? Tu vois, si on doit, parce que est-ce qu'il y a un entre-deux? Est-ce qu'on peut rester sur les réseaux sans se montrer sous ce jour-là, par exemple? Hmm. Bah, alors à mon avis, on est dans une phase un peu transitoire. Ah ouais. Le début des réseaux sociaux ou même les débuts du numérique, quand on regarde les vieux sites web des années 2000, ils étaient un peu bricolés. Ils n'étaient pas du tout dans la perfection, hein, c'était vraiment du bricolage, mais il y avait un côté très communauté, c'est presque nostalgique hein, quand je le dis comme ça, communauté qui bricole, quoi. Et c'était très engageant, et à mon avis, c'est ça qui a construit la communauté numérique. Aujourd'hui, les sites web, ils sont hyper standardisés, les réponses sur les réseaux sociaux sont hyper standardisées, et en effet, on montre un visage très polissé avec de l'IA, même pour corriger son corps, son visage, etc. Enfin, c'est complètement dingue, hein. Ben ça, en fait, ça devient de plus en plus ringard, hein. C'est qu'en fait, ça commence à se voir hein, que c'est tellement artificiel hein, qu'en fait, une machine ferait mieux. Et donc, pourquoi ne pas parler à une machine? Et à un moment, il n'y a plus de vie là-dedans, hein, il n'y a plus d'aspérité. Et donc, je suis assez confiant pour imaginer qu'on arrive quand même à une forme de climax hein, sur cette histoire-là, que c'est en train de se tuer de l'intérieur. Qu'en fait, s'il n'y a que la perfection qui est autorisée sur les réseaux sociaux, mais il n'y a plus que des machines qui vont se parler entre elles. Mais les humains iront ailleurs, hein, très clairement. Donc, je suis assez optimiste, hein. Ouais, tu fais référence à MySpace, hein, ou des trucs comme ça, Ouais, oui, oui, exactement, voilà. Ouais, Qui était ouais, beaucoup plus ouais, ouais, bricolé, ouais. ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Et puis, il n'y avait pas forcément sur ce genre de réseau de concurrence vraiment entre les personnes. C'était juste un réseau pour se mettre en relation et Ouais, montrer ce qu'on fait, la musique ou quoi, mais pas pour montrer qu'on est meilleur que les autres ou qu'on a une plus belle vie ou je sais pas quoi. ouais, exactement. Ouais, c'était très artisanal. Mais après, je pense que ça existe encore. Enfin, le champ des logiciels libres, hein, par exemple, c'est une Hmm. communauté qui fonctionne pas mal comme ça quand même, hein, qui est justement, vu que c'est un peu du low-tech, il faut que tout le monde puisse contribuer. Du coup, on cherche pas à être parfait, on cherche surtout à être convivial, hein, presque au sens d'Ivan Illich, hein. Et donc, c'est beaucoup moins policé. C'est d'ailleurs, voilà, enfin, ça bricole, etc. Mais c'est plutôt accueillant. C'est plutôt on met le forum avant la performance de l'individu, quoi. Voilà. Ouais. Alors, je vais parler de moi 2 secondes, mais avant d'être pilote de ligne et naturopathe, j'ai fait une école de commerce et je me souviens qu'un des maîtres mots, c'était l'employabilité. Donc, c'est une qualité qu'on nous incitait à développer par la curiosité, les stages, etc. Bref, pour devenir attractif. Et d'ailleurs, lorsqu'on est pilote de ligne, on est très spécialisé dans un domaine, mais imaginons que le secteur de l'aérien s'effondre, on peut plus travailler nulle part parce qu'on sait rien faire d'autre. Donc, sauf si on s'est formé parallèlement à autre chose. Mais toi, tu parles de ça aussi d'une certaine manière quand tu dis qu'il faut développer notre adaptabilité au monde fluctuant dans lequel nous sommes entrés, plutôt que de chercher à nous y adapter. Donc, est-ce que tu peux expliquer la nuance entre l'adaptabilité et s'adapter au monde? Ouais, c'est un point important. En fait, quand on s'adapte, très souvent, en fait, on se spécialise, on optimise. Et donc, on va acquérir des compétences pour être encore mieux adapté au monde qui vient. Et ben, en fait, plus on s'adapte et plus on se canalise. Et donc, dans un monde fluctuant, c'est suicidaire. Donc c'est vrai on dit souvent, hein, il faut s'adapter, il faut s'adapter, il faut s'adapter. En fait, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Il faut être adaptable. Et être adaptable, c'est quasiment le contraire. Parce que être adaptable, ça veut dire qu'on est en permanence capable de changer. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas expert ultime d'un sujet. En fait, on fait plein de choses. Mais en fait, quand on réfléchit bien, nous, les êtres humains, mais tous les êtres vivants font plein de choses. C'est-à-dire que même si on est pilote de ligne, bah, peut-être qu'on sait aussi cuisiner, qu'on sait commenter un opéra, qu'on sait avoir une discussion, qu'on sait faire, je sais pas moi, boire une bière au PMU du coin, enfin, faire plein de choses, quoi. Donc en fait, on est tous plutôt polyvalents. Et c'est juste embrasser le fait, notre propre ontologie, qui est polyvalente, et de pas tomber dans le piège performant qui voudrait qu'on s'adapte et le modèle, ce serait le robot finalement, le robot hyper performant, mais qui sait faire qu'une seule chose. Donc c'est en fait, c'est redevenir, accueillir le vivant qui est en nous. Voilà. Mais pourtant, tous les discours politiques qu'on entend, c'est plutôt comment est-ce qu'on... Bon, c'est foutu pour le climat et tout, donc il faut s'adapter. Oui. C'est plutôt ça qu'on entend en fait. Alors ça c'est vrai. Alors il y a aussi ça. Alors, l'adaptation. Alors c'est l'adaptation versus la mitigation ou l'atténuation.
Alors ça, c'est aussi intéressant. Là, c'est un autre rapport. En fait, quand on dit en effet là, le monde qui vient, le changement climatique, les pollutions, la biodiversité, etc., on dit oui, là, il y a deux choix. C'est soit on réduit nos impacts, donc on fait de l'atténuation, et comme ça, on aura moins d'impact et tout ira bien. Soit on fait de l'adaptation en disant, bah, en fait, c'est trop tard, et du coup, bah, il faut vivre avec ce monde qui sera plus chaud, etc. Alors, quand on pense adaptation comme ça, on peut se dire, bah, là, en fait, on est en train de laisser tomber, hein, finalement. Hein, c'est un peu, voilà. Mais là, en fait, quand on réfléchit bien, pour moi, c'est la bonne voie. Alors, je ne pas me contredire avec ce que je veux dire avant, mais c'est en rapport avec l'atténuation. C'est qu'en fait, quand on commence par l'atténuation, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on se donne bonne conscience à court terme, mais en fait, ce qu'on entretient, c'est des tas d'effets rebonds dans tous les sens. Et en fait, par exemple, on va faire des objets plus sobres. Bah, on va faire des avions, par exemple, qui sont plus sobres, qui consomment moins de kérosène. Bah oui, mais ces avions qui consomment moins de kérosène, ils sont moins chers, ça crée des effets rebonds et on va les multiplier et donc ça crée de l'ébriété. Donc, par de l'atténuation, en fait, on a aggravé le problème. Si on commence par l'adaptation, et donc l'adaptation dans le sens s'adapter au monde fluctuant, et donc faire de la robustesse, et donc être adaptable, hein, c'est ça. Si on fait ça, faire des objets réparables par exemple, et ben ça permet de générer de la sobriété. Et donc ça va générer de l'atténuation. Donc en fait, quand on commence par l'adaptation, alors dans ce sens-là, hein, l'adaptation, c'est de dire, bah non, voilà, faut prendre le monde tel il est fluctuant, donc on va rentrer dans ce monde fluctuant, donc être adaptable, ça va générer de la sobriété, et donc ça va générer de l'atténuation sans qu'on s'en rende compte. Donc Mm. à mon avis, c'est là où c'est un levier, quoi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore intégré le fait que le monde était fluctuant, quoi. C'est C'est ça vrai. le problème aussi. Oui, oui, bah d'ailleurs, on voit bien, hein, il y a plein de, enfin, il y a des choix politiques, des choix économiques qui sont faits. Il y a des exemples récents, hein. Enfin, il y avait cette histoire, alors c'est pas de la tutoropathe du tout, hein, c'est l'industrie automobile. C'était Audi et Porsche qui avaient une usine en Slovénie qui fabriquait une pièce nécessaire pour certains de leurs modèles. Cette usine s'est fait inonder, et ben Porsche et Audi n'ont pas pu produire pendant un an le véhicule en question parce que cette pièce leur manquait. Comment on a pu penser Ouais. un système aussi Aussi fragile? fragile, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est CrowdStrike l'été dernier. Enfin, voilà, il y a vraiment des tas d'exemples comme ça. Mais est-ce que ça commence pas à l'école avec le système de notation qui met les élèves en compétition les uns avec les autres? Pourquoi est-ce qu'on est allé vers un tel système? Est-ce qu'il y a pas d'autres systèmes scolaires dans le monde basés sur moins de performance qui fonctionnent? Ah oui, bien sûr. Alors, le système scolaire qu'on a mis en place depuis longtemps, hein, enfin, si on remonte à Jules Ferry, hein, faut quand même voir que la classe, c'est la même chose qu'une église, hein, en termes de scénographie, hein. Il y a le prof, c'est le curé, hein, et les élèves sont alignés comme des ouailles dans une église. Et le but, c'est la bonne parole qui descend, hein. Donc en fait, c'est une façon très performante de faire passer un message parce que tout le monde le reçoit, c'est le même message, c'est standardisé, c'est homogène. Et puis à l'époque de Jules Ferry, c'était vraiment le même cours à la même heure, à la même date dans toute la France, hein. Donc c'était vraiment hyper standardisé. Alors ça marche très bien parce que ça fait de la performance. Mais par contre, ça fait une population très monolithique finalement. Et donc quand le monde change, ben, on manque d'ouverture, d'hétérogénéité, etc. Alors, les modèles éducatifs qui sont plus dans la robustesse, c'est les écoles du dehors, les pédagogies actives, les écoles freinées, les écoles Montessori, enfin, des écoles où en fait le prof change de posture. C'est plus un prof qui vient avec des réponses, c'est un ou une prof qui vient avec des questions. Et ce sont les élèves qui vont chercher les réponses. Et ce qu'on célèbre dans les écoles de la coopération, c'est pas le premier de la classe qui a écrasé tous les autres, c'est l'élève qui, en fin d'année, fait cours aux autres. Et ce qu'on va célébrer, c'est sa capacité à partager. Donc, ce qu'on va célébrer, c'est la coopération, c'est pas la compétition. Donc, c'est nettement plus joyeux, hein. Et donc, c'est bien parce que c'est en train de venir, tout doucement, mais ça vient. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Mais après, ce modèle-là, était peut-être utile après la guerre Hmm. pour, bah voilà, un peu comme le lait qu'on donnait dans les écoles et tout, parce que il y avait un manque, donc il fallait combler le manque rapidement. Mais c'est vrai que maintenant, ça paraît plus trop adapté, quoi. Oui, Et oui, et puis c'était permis parce qu'il y avait abondance de ressources, hein, aussi, hein. Enfin, oui. c'était le monde de l'abondance du pétrole, du charbon, etc. C'est que d'un seul coup, on avait accès à une manne énorme et donc on a pu faire ça. Aujourd'hui, on a toujours plein de ressources, hein. Un litre de pétrole, c'est toujours moins cher qu'un litre de jus d'orange, hein, aujourd'hui, hein. Donc on est quand même toujours dans ce monde-là, mais ça se termine. On a passé le pic de pétrole conventionnel en 2008, on aura passé le pic de tous les pétroles, enfin on aurait passé le pic de tous les pétroles en 2018. Donc ça veut dire on va en changer de monde, hein. On va entrer dans un monde où il y aura des pénuries chroniques de ressources. Très clairement, ce sera plus possible, hein, de faire un truc aussi standardisé, hein. Ce sera même Hmm. physiquement pas possible. Hmm, hmm, hmm.
Et justement, si on reste dans l'école, on a vu dans les pays scandinaves, ben, ils ont fait demi-tour face au tout numérique à l'école. C'est-à-dire que est-ce que nous, on serait aussi capable de faire ça en France? Parce qu'il me semble qu'on est bons clients pour le biais d'engagement. C'est-à-dire que on a pris une décision un jour et donc il faut plus toucher à rien parce que sinon on perd la face quelque part, hein. On vit le renoncement comme un échec. Est-ce que tout n'est pas un peu comme ça là, en tout cas en France? Oui, oui, je suis assez d'accord. La culture de l'échec, alors ça, c'est quelque chose que les Américains, la culture anglo-saxonne a plus, hein, c'est de valoriser les échecs et de voir ce qu'on peut en faire. Nous, c'est vrai qu'on a une version assez extrémiste, hein, finalement. Tout est parfait, enfin, tout devrait être parfait. Et c'est vrai que pour l'école, oui, ça, c'est assez. Et donc, le numérique, en effet. Il y a un vrai choix là. Enfin, soit dit, c'est en train de bouger, hein, quand même, hein. Maintenant, là, les lois là, sur le temps d'écran pour les enfants Mm. de 3 ans, tout ça. Donc, on se rend compte, hein. Enfin, là, c'est pathologique, hein. Enfin, maintenant, c'est vraiment démontré. Et donc, on peut espérer quand même que les enfants qui vont venir là seront moins exposés aux écrans Ouais. que Il y a ceux une qu'on a. génération sacrifiée un peu là, parce que j'ai Ouais, une c'est fait copine avoir, qui est hein. prof de français, elle racontait que bah, en cours, les élèves, ils ont leur portable ou sous la Mm. table ou quoi, mais en fait, ils écoutent pas parce qu'ils sont avec Ouais. leur, voilà, en train d'envoyer des SMS ou je sais pas quoi. Ce que j'ai entendu aussi, c'est les profs, pendant très longtemps, ils se plaignaient du bavardage Ah des oui, élèves. Et maintenant, ils se plaignent du du silence. silence. Ah ouais. Dingue. C'est en fait maintenant il y a tellement d'écrans partout qu'en fait ils interagissent plus entre eux. Enfin ils interagissent via des écrans et c'est fou quoi. Donc en effet c'est une génération qui s'est fait avoir parce que c'est arrivé trop vite le numérique. On n'était pas prêt et on l'a pas anticipé et on n'a pas vu ou on n'a pas voulu voir les problèmes que ça avait. Les parents, hein, de tous ceux qui ont inventé tous ces outils là, qui sont à la Silicon Valley là, ils interdisent à leurs enfants d'être devant des écrans, hein, parce qu'ils savent, hein, que c'est addictif, Mm, mm. que c'est toxique, hein. C'est marrant ce que tu dis sur le silence parce que ça me fait penser que bah il y a de moins en moins de sons d'oiseaux, de chants d'oiseaux. On a tous des écouteurs quand on se balade dans la rue, donc on parle plus. Il y a le silence dans les classes. Finalement, c'est un monde du silence quoi qui se développe Ouais. petit à Alors petit. c'est assez c'est dingue parce qu'en fait quand on réfléchit bien le culte de la performance, hein, le monde de la performance dans lequel on est là, efficace, efficient, pour moi c'est une forme de dérive sectaire. En fait on ne questionne plus la performance, c'est nécessairement positif, alors que tout nous montre que ça génère un burn-out des humains et un burn-out des écosystèmes. C'est en train de tout épuiser. Et donc dans les sectes, hein, qu'est-ce qu'on trouve? Du silence. Hmm. Les gens dans les sectes ne se parlent pas. Ils n'ont pas besoin de se parler parce que tout le monde pense pareil. Et donc, ce dogme de la performance positive, en fait, met du silence, en fait. On est tous contraints à être des consommateurs silencieux. Hmm, hmm. Je sais plus qui a dit euh, quand tout le monde pense pareil, c'est que personne ne réfléchit beaucoup. Exactement. C'est un peu ça. Sinon, tu écris que chez les animaux, bah, c'est les plus robustes qui vivent le plus longtemps. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine manière aussi une nécessité de performance ponctuelle, puisque ceux qui ne courent pas assez vite sont mangés par les plus rapides? Donc, est-ce Bien qu'on sûr, peut combiner comme ça de la performance et de la robustesse? voilà, alors c'est ça qui est extraordinaire en biologie, c'est que c'est pas comme si la biologie c'était que de la robustesse, il y a des moments de performance. C'est que un être vivant, un animal hein, qui serait pas capable d'être performant, qui serait uniquement dans la robustesse, en fait il n'existerait pas quoi. Il pourrait pas, il serait pas sélectionné par l'évolution. Mais par contre c'est le curseur. Il faut bien voir que dans le monde vivant, le curseur est très clairement du côté de la robustesse et il y a quelques moments de performance. Donc en effet, la fuite, la reproduction, il y a quelques moments où il faut être performant. Hmm. Mais le reste du temps, c'est de la robustesse, hein. Enfin, clairement, les animaux dorment, hein. Quand on dort, on est dans la robustesse, hein. On est en train de réserver, la chaise, encore une fois, là, c'est un des pieds de la chaise. On construit son potentiel. Bah, ça, c'est de la robustesse. Et quand on fait de la performance, on dissipe le potentiel. Et donc, ça va très vite. On épuise rapidement ses réserves. Et donc, ça peut pas durer très longtemps, la performance. C'est comme la fièvre à 40 degrés où là, on est très performant. Et le reste du temps, on est à 37 degrés où notre métabolisme n'est pas très performant, mais il est robuste. Hmm, hmm, hmm. Oui, ça rejoint ce que tu dis aussi sur la photosynthèse, là, qui est vraiment ultra sous-performante. C'est le rendement, c'est quoi? 1%, c'est C'est ça? un 8%, ouais, ouais, ça, Voilà. c'est très faible. Mais par contre, c'est résistant. Ça fait des millions d'années qu'il y a des plantes sur Terre, Ouais, etc. et des milliards, même des milliards d'années, hein. Des C'est dingue. milliards. Enfin, pas pour les plantes, mais la photosynthèse, c'est là depuis 3,8 milliards d'années. Ah ouais, c'est ça, ouais. L'humoriste Guillaume Meurice a écrit un livre qui s'appelle Éloge de la médiocrité. Est-ce que c'est pas ça la recette de la santé et du bonheur?
Alors oui, oui et non, hein. C'est que donc la médiocrité, j'aurais tendance à plutôt aller vers le juste milieu d'Aristote pour dire que ça serait donc c'est parce qu'on a c'est un peu de la médiocrité dans le sens c'est le milieu quoi, hein, un petit peu le yin et le yang quoi, enfin des tensions, un équilibre dynamique. Mm. C'est plutôt un équilibre dynamique. C'est-à-dire que parce que la médiocrité, si on veut vraiment le réduire à ça, ce serait vraiment la moyenne. Et la moyenne, c'est aussi une forme de performance. C'est-à-dire qu'en fait, on est que dans la moyenne. On Ah oui, n'autorise pas d'aller voir un peu les extrêmes aussi, les quoi, bornes, de temps ouais. en temps, les bornes. Donc, donc ça serait une médiocrité active, où on est capable de D'accord. sortir de la moyenne, quoi. Mais sur le fond, je suis d'accord avec Guillaume Meurice. Et je pense que lui, c'est ça qu'il veut dire dans son bouquin. C'est justement, c'est le culte de l'anti-performance à tout prix, etc. Enfin, si on revient sur la santé, là, à l'occasion de l'épisode Covid, on a vu, en quelque sorte, enfin, en tout cas, j'ai cru voir la faillite de la notion de performance parce que le virus est venu soit de la proximité des oiseaux, des animaux, soit des humains, soit des laboratoires, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il s'est propagé sur la planète en grande partie grâce à l'aviation, donc l'aviation qui est très performante. Et surtout ensuite, on n'a pas entendu les États trop parler de robustesse face à la maladie, quoi, en prenant soin de sa santé, par son hygiène de vie, etc. On nous a parlé de masques, de gestes barrières, de vaccins, qui peuvent être intéressants, mais on comprend bien intuitivement que ça peut pas être suffisant à construire une santé sur le long terme. Et pire, on a vu que porter le masque pouvait, dans certains cas, affaiblir l'immunité carrément. Et je te cite à nouveau, bien souvent, dans le monde de la performance, nous apportons la meilleure réponse à la mauvaise question. Donc moi, j'adore cette phrase. Et si on peut comprendre la panique qui a été liée à l'urgence sanitaire, pourquoi, d'après toi, est-ce que les États n'ont pas, après coup, mis le paquet sur le renforcement de la santé de la population par la promotion d'une bonne hygiène de vie pour que les gens soient plus résistants face aux futures pandémies? Ouais, alors il y a une réponse un peu engagée, ce serait de Ouais. dire qu'il faudrait changer tout le système. Par exemple, pendant le Covid, ce qui a bloqué les hôpitaux, alors c'est vrai qu'il y a eu les avions, tout ça, hein, mais c'est surtout les comorbidités, et donc l'obésité, l'épidémie de diabète 2. Mm. Bon, c'est quoi la cause de ce truc-là? C'est beaucoup le sucre quand même, Mm. hein, les aliments trop gras, trop Inactivité salés, trop physique, salés, ouais. inactivité physique. Mais sur l'alimentation, ça veut dire que si on veut vraiment guérir ça, eh ben, il faut changer complètement le système agroalimentaire. Totalement. C'est vraiment du sol à l'assiette, hein, ça va de la fourche à la fourchette, hein. Et ça devient, c'est systémique au sens total. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire, hein, et c'est ce qu'on va faire. De toute façon, hein, Mm. l'agroécologie, c'est le futur de l'agriculture, hein, évidemment, hein. De toute façon, l'agriculture intensive, elle est plus viable, hein. Elle dépend d'un pétrole pas cher, ça va pas durer éternellement. Mais ce qui est fou, c'est que ça serait ça mon explication. C'est qu'en fait, Mm. si vraiment on prend le sujet au sérieux, c'est pas, oui, en mettant des masques de meilleure qualité qu'on va y arriver, quoi. C'est vraiment, faut changer tout le système, tout le système. Et donc, c'est le système financier, c'est le système économique, c'est le système alimentaire, c'est le système de santé aussi. Enfin, c'est vraiment l'intégralité du système qu'il faut revoir, quoi. Mm. Alors, tu écris, selon la loi de Goodhart, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop focalisé sur une médecine basée sur des analyses médicales chiffrées, où on pilote des valeurs à coups de médicaments pour les faire rester dans les normes, plutôt que d'avoir une vision justement plus globale de la santé? Mm. Alors parfois, hein, oui, la mesurolatrie a beaucoup de succès, hein, on adore tout mesurer, et du coup, dès qu'on a un chiffre, ça écrase tout, hein. Et dans tous les secteurs, hein, d'ailleurs, en recherche, hein, c'est pareil, avec les facteurs d'impact des journaux scientifiques, etc. Donc ça, c'est les chiffres, on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut, et surtout, ils ont une valeur, une autorité. Voilà, c'est l'autorité du chiffre sur les mots. Je serais nuancé, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de mesurer certaines choses, et c'est utile d'avoir des mesures. Le problème, c'est quand ça écrase le reste. Et donc, la vision systémique, en fait, c'est un peu l'inverse. En fait, alors, je vais le dire différemment. Quand on met l'accent sur les chiffres, en général, ça pousse à une vision réductionniste des choses. En fait, on va réduire un problème complexe à un chiffre, et on pense qu'on va résoudre le problème si on module ce chiffre, si le chiffre change, quoi. Ça, c'est la vision réductionniste en général. En effet, c'est la loi de Goodhart. On va tout faire pour que ce chiffre change, en oubliant complètement qu'on est en train de détruire des tas d'autres choses. La version systémique, c'est l'inverse. On va utiliser les chiffres pour poser des questions. Et Hmm. donc, en fait, les chiffres sont toujours nécessaires, hein, ça peut se voir à peu près où on en est, mais c'est secondaire. Le but, c'est pas le chiffre. Le but, c'est de générer une question. Et donc se dire, bah voilà, là, si t'as pas dormi beaucoup d'heures la nuit dernière, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Le but, c'est pas d'augmenter le nombre d'heures, c'est plutôt de questionner le fait que tu es insomniaque.
Mm, mm. Et quelles sont les causes de ça? Et donc là, c'est peut-être psychologique, social, économique, alimentaire, j'en sais rien, quoi. Enfin, c'est plutôt ça qu'on va chercher. Et le nombre d'heures ne sera pas très très pertinent. Ce sera juste une accroche pour poser une question. Oui, et puis effectivement, les chiffres, c'est souvent une conséquence d'un mode de vie ou voilà, de la manière dont on vit notre vie. Et donc, changer le chiffre, quand on raisonne comme ça n'a pas de sens en fait. Ouais. Et je t'ai entendu dire un jour une phrase que j'adore aussi. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que tu l'as dit, mais actuellement, on utilise la matière pour gagner du temps, alors qu'il faudrait utiliser le temps pour économiser la matière. Donc moi, c'est ce que je faisais quotidiennement dans mon ancien métier de pilote de ligne, brûler du kérosène pour arriver plus vite à destination. Et à mon sens, ça s'applique également pour la santé. Est-ce qu'on ne veut pas faire de moins en moins d'efforts pour être en bonne santé parce qu'on sait que la médecine conventionnelle, qui est de plus en plus pointue, est prête à rattraper nos erreurs? Quelque part, est-ce que ça nous incite pas à nous rendre, ben voilà, ça nous incite pas à nous rendre robustes face aux turbulences, quoi. Exactement. Alors, c'est ce que disait Ivan Illich, hein, la médecine est l'alibi d'une société pathogène. Et donc, c'est un Excellent. petit peu ça ce que c'est devenu. C'est, voilà, par exemple, on va prendre des anxiolytiques pour continuer à travailler. Et sans se poser la question de, bah oui, mais mon travail, pourquoi mon travail est toxique? Ouais. Bah, c'est vraiment ce moment-là, là, quand on bascule de la performance à la robustesse, c'est le genre de questions qu'on se pose. En fait, on va changer de point de vue. Et donc, en fait, c'est un pied dans la porte dans l'approche systémique, hein, finalement, hein. Quand on commence à se poser des questions de robustesse, on rentre dans l'approche systémique sans trop le savoir, Ouais. mais en fait, naturellement, on y va, quoi. De médecine intégrative, quoi. Mm. Exactement. Et une des manières de rester en bonne santé, c'est de cultiver aussi du lien social. Mm. Donc j'ai lu un article récemment qui disait que vivre seul, c'était aussi mauvais pour la santé cardiovasculaire que de fumer 15 cigarettes par jour. Est-ce que tout n'est pas fait aujourd'hui pour supprimer le contact humain dans une optique d'optimisation? Donc je t'ai vu aussi faire un colloque là, je crois que c'était en Belgique, où tu parlais des guichets qu'on supprime et tout ça. Et là, tout est un peu comme ça maintenant. Si on râle, on nous dit une fois de plus qu'il faut vivre avec son temps, qu'on n'arrête pas le progrès, etc., qu'il faut faire des économies. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fatalisme, de démission sociétale? Oui, oui. Bah, en fait, alors, je binarise toujours un monde de la performance, monde de la robustesse, hein, évidemment qu'il y a un gradient entre les Mm. deux. Mais disons, dans le monde de l'ultra-performance, le citoyen est un consommateur. Et donc, il est tout seul. Il est tout seul avec ses produits, en fait, hein. Il est tout seul avec une abondance de matière. Et donc, voilà, il manque de temps, hein, évidemment. Et dans le monde de la robustesse, c'est l'inverse. Donc, c'est plutôt l'abondance d'interaction. Et donc, le citoyen n'est plus vraiment un consommateur, c'est un acteur. Et donc, c'est un acteur qui va prendre soin de sa santé, mais qui va aussi prendre soin de sa santé de façon collégiale, hein, parce que c'est l'abondance des interactions. Et en fait, c'est le tissu social. C'est le premier levier de la santé, hein. C'est la santé sociale, c'est d'abord les interactions sociales. Et donc, c'est beaucoup plus joyeux. Moi, c'est pour ça aussi que ça permet un petit peu d'éclairer cette histoire-là, parce que, en effet, aujourd'hui, on nous dit que le monde idéal, c'est le monde performant, efficace, avec de l'IA qui va nous permettre d'avoir des infos encore plus rapidement, encore plus précises, etc. Alors que c'est un monde stérile. C'est un monde encore plus isolé, encore plus en silo, encore plus mortifère. Dans le monde de la robustesse, ce qui est génial, c'est qu'on pourrait appeler ça le mode dégradé, parce que nous, on appelle ça le mode dégradé, parce qu'on est tellement obnubilé par la performance qu'on pense que c'est une dégradation, alors qu'en fait, non, c'est un monde sous-optimal, où on a gardé des marges, on a du potentiel. En fait, on s'est réapproprié la notion de sécurité. La sécurité, c'est quand on est dans un territoire viable. C'est ça, c'est la viabilité du territoire, la Mm. sécurité. Et donc, si le territoire est viable, il est viable parce qu'on est un acteur de ce territoire collégialement, avec les voisins, avec le club de lecture du coin, avec l'entreprise du coin. Voilà. C'est des tas d'interactions et c'est là encore beaucoup plus joyeux. Et donc, ouais, c'est un monde pluriel. Bah d'ailleurs, enfin, ça me fait penser aux agriculteurs aussi, qui sont de plus en plus seuls dans leurs tracteurs, etc. Alors qu'avant, il y avait plein de monde dans les champs. Il y avait, je sais pas, une centaine de personnes pour un champ. Maintenant, il n'y a plus que une personne dans son tracteur, éventuellement aidée par un drone ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que même pour bah, ces gens-là, c'est pas bon pour leur santé quelque part. Enfin, il y a les produits qui mettent et tout, mais il y a aussi le fait de travailler seul toute la journée, de plus voir personne, de plus communiquer. Ouais, c'est vrai. Oui, puis c'est même dangereux, hein. Ouais. Alors c'est dangereux dans un laboratoire, par exemple, où il y a des produits chimiques et tout ça, de Ah travailler oui. seul, avec des protocoles, hein, Ah pour. oui, oui. Ouais, ouais. Mais c'est pareil pour un agriculteur ou quelqu'un qui part tout seul. Enfin, c'est même, là, pour le coup, c'est même de la sécurité de base, hein. C'est quand on part en montagne, on part pas tout seul. Mm. Parce que si on se casse la cheville ou voilà, on va être tout seul, si c'est l'hiver, compliqué, quoi. Donc, alors, ouais, la robustesse, c'est le pluriel. Mm. Alors, quand je pense à tous ces concepts, je me sens un peu seul. Parfois, j'ai l'impression qu'on est loin des préoccupations des gens au quotidien. Trouver un job, payer son loyer, remplir le frigo. Est-ce que de ton côté, tu ressens cette solitude aussi, ou est-ce que tout le monde est convaincu de ça autour de toi?
Alors, je rencontre beaucoup de gens convaincus, ouais. Mais il y a un biais, hein, évidemment, parce qu'ils Oui. viennent me voir, donc ils sont peut-être déjà un petit peu dedans. Mais je suis d'accord, hein. Il y a aussi, par exemple, on dit souvent les jeunes sont en train de tout réinventer, et c'est vrai, hein, ils sont en train de réinventer le rapport à la propriété, etc. Mais il y a aussi plein de jeunes dont le rêve, c'est de passer des vacances à Dubaï, hein. Donc, faut aussi, voilà, il y a de tout, hein, évidemment. Donc, oui, alors, parfois, on est un peu, ouais, on est un peu seul par rapport à ça. En tout cas, on est un peu, comment dire, énervé même parfois, se dire, mais c'est pas possible, le monde a déjà changé et il y a encore ces dogmes qui sont là, ces idées qui sont là. Donc ça, oui, ça peut, ça existe et il faut, et c'est normal. Et on a besoin de tout le monde d'ailleurs, hein, parce que ils apportent aussi une forme de réalité. C'est-à-dire que quand on est une maman solo avec trois enfants, très clairement, on aurait certainement très envie d'être robuste, mais à court terme, c'est pas la question qu'on va se poser le soir quand il faut faire la cuisine, quoi. Et ça, faut l'entendre. Mais par contre, ça veut dire que quand on pense robustesse, le piège performant, c'est de dire que la maman solo doit se débrouiller toute seule. Et même, on va la célébrer parce que c'est une maman solo qui a réussi à éduquer ses enfants toute seule. La version robuste, c'est plutôt le village africain qui est Mm. nécessaire à l'éducation des enfants. C'est Oui. qu'en fait, la maman solo n'est pas solo parce qu'elle a un énorme groupe autour d'elle qui peut s'occuper des enfants de façon collégiale et donc elle a du temps pour elle et donc elle peut prendre soin de sa robustesse. Mais tant qu'on ne sort pas du dogme de la performance, on va se mettre sur les épaules une injonction à la performance qui n'est pas viable. Et là, on revient, on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'école, quoi. Ça commence Mm. vraiment là. Mm. Euh, et toi, tu as confiance en l'avenir? Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce qu'en fait, alors, c'est aussi par mes rencontres, hein, parce que je vois bien ceux qui sont déjà dans ce monde-là. Alors, on est tous en chemin, hein, Ouais. c'est pas, voilà. Mais ceux qui sont en chemin sont vraiment très joyeux et on sent bien qu'ils sont en train de construire quelque chose. Et surtout, ce que je vois à mon petit niveau, c'est que c'est en train de contaminer de plus en plus rapidement le cœur du système. Le cœur du système performant devient de plus en plus ringard et de plus en plus rapidement. Et il y a des tas d'exemples, hein, on peut Elon Musk et compagnie. Enfin, ils sont tous de plus en plus sur un piédestal, qui devient fragile. On va dire, hein, c'est un peu les colosses au pied d'argile. Et ils peuvent dévisser du jour au lendemain. Et ça se voit de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Donc c'est ça qui me rend optimiste aussi, c'est qu'en fait, on veut surtout parvenir au monde d'avant, hein, tant que c'est pas de la résilience, hein, on va changer de monde. Et cette robustesse-là, en fait, elle commence à se voir dans les initiatives locales et ça commence à percoler dans des initiatives qui sont plus larges actuellement. À la limite, les gens comme Musk ou autres, il faudrait qu'ils aillent au bout de leur système, vraiment au bout de leur folie, quoi, pour que tout le monde se rende compte que c'est une folie Ouais. et qu'on puisse, que ça accélère finalement le changement vers quelque chose de plus robuste et ouais, Ouais, bah, systémique. il faut qu'ils aillent sur Mars, hein, allez, Ouais, c'est ça. du truc, hein, voilà. Mais J'y tant aille. qu'à faire, allez-y à plusieurs, hein, voilà, c'est une bonne fusée là. Déjà, notre empreinte carbone va réduire énormément. Si on arrive partout sur Mars, ça va être parfait. C'est ça. Alors, en sport, on dit que quand on prend trop confiance en ses capacités, c'est là où on se blesse. Donc, dans le même esprit, est-ce que la planète n'est pas... C'est une question un peu plus philosophique, là. Est-ce que la planète n'est pas en train de se rebeller contre nous en réaction à tout ce qu'on lui fait subir? Et est-ce qu'elle nous fait pas payer notre excès de confiance en nous? Qu'est-ce que tu penses de l'hypothèse Gaïa? Ouais, bien sûr. Alors, bah, on est carrément là-dedans, hein. Moi, j'adore l'hypothèse Gaïa parce que ça explique très très bien ce que c'est qu'une rétroaction, un feedback. Et donc là, c'est un feedback global, au sens du globe, la Terre, hein. Et donc, en effet, on est dans un moment de rétroaction complet. Mais ce qui est fou, c'est que c'est là, hein, c'est partout, c'est là partout, mais on ne veut pas vraiment le voir. Donc, c'est par exemple les espèces invasives. Les espèces invasives, ça fait très longtemps qu'elles sont là. Bah, les espèces invasives, c'est des êtres vivants qui sont en train de nous dire, et maintenant, vous faites quoi? Parce que maintenant, on est capable de contaminer vos infrastructures, on est capable de tout vous envahir. Et vous faites quoi maintenant? C'est ça qu'elles nous disent, hein, les Hmm. espèces invasives, hein. Elles ne sont pas juste là pour juste parce qu'elles peuvent. Ah non, elles ont un message, hein, elles nous envoient un message aussi, hein. Mais c'est les moustiques, tigres qui montent, etc. Enfin, je veux dire, ça se voit, hein. Donc la rétroaction, donc c'est le climat, mais c'est tout le reste aussi, hein. Donc c'est en effet, on a un message, donc là il faut écouter, oui. Ok. Bon, on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aurais souhaité aborder par rapport à la santé ou autre? Alors moi, nous, à l'Institut Michel Serres, on aime bien parler de santé commune. Ouais. La santé commune, alors, faut se représenter une pyramide avec en haut de la pyramide la santé humaine qui dépend de la santé sociale qui dépend de la santé des milieux naturels. Et donc, en fait, ça permet de bien formaliser les choses, de se dire qu'en fait, la santé humaine,
100% de la santé humaine dépend de la santé des milieux naturels. Mais c'est pas de la pensée magique, c'est pas juste on prend soin des milieux naturels et on sera en bonne santé. Il faut de la santé sociale. La santé sociale, c'est le lien entre la santé des milieux naturels et la santé humaine. Et donc cette histoire de santé commune, ça permet en fait, de mettre en pratique. En tout cas, c'est un peu une grammaire, si on veut. Si la robustesse c'est le vocabulaire, la santé commune, ça se rapproche d'une grammaire. Donc la santé, en fait, c'est presque une façon de rendre la question socio-écologique intime. C'est qu'en fait, si on regarde les gigatonnes de CO2 pour le climat, c'est beaucoup trop loin. Enfin, ça nous parle pas. Mhm. Par contre, si on pense à sa santé, et ben là, oui, évidemment qu'on va prendre soin de la planète et qu'on va prendre soin des liens sociaux parce qu'on a besoin de notre santé. Mais en fait, ça va aussi prendre soin de la planète. Donc, c'est peut-être voilà une notion qui peut Ouais, faire. ouais, carrément, ouais. C'est-à-dire que ouais, il y a une notion de balise un peu, c'est-à-dire plus la santé humaine sera bonne, plus ça voudra dire que la santé de tout le reste est OK, quoi. Exactement, exactement. Quels sont tes projets pour le futur? Alors, projet pour le futur, donc j'ai quelques projets d'écriture. Décidément, j'aime bien écrire, donc je continue à écrire. Continue parce que moi j'aime bien te lire, donc Bon, bah, au moins tu merci. auras un lecteur qui sera J'ai un content. lecteur. Ouais, sur Darwin notamment là, j'ai commencé enfin depuis quelques temps déjà un projet sur Darwin parce qu'on l'a très mal lu Darwin. Alors je suis pas le seul à le Mhm. dire. Patrick Thor aussi l'a dit. Enfin, il y a plein de lecteurs et de gens qui ont écrit là-dessus. Mais je voudrais le mettre à la sauce sous optimalité, donc en prenant des Ouais, extraits des textes de Darwin pour bien montrer que Darwin avait vu la robustesse aussi. Hein. C'est juste que nous, on n'a pas voulu le voir dans ses écrits. Hein. Donc ça, c'est un petit projet comme ça là. Il y a aussi un projet de documentaire en cours là, ce qui va un petit peu expliquer la robustesse. Donc voilà, il y a quelques petits projets comme ça là, mais surtout il y a un projet qui m'habite bien là. En fait c'est pas un projet que je porte moi, mais auquel je participe. C'est un projet qui est porté par Gatien Bataille et Laurent Marceau, qui ont fondé un site, une plateforme qui s'appelle larobustesse.org. Donc c'est la robustesse en un seul mot, la robustesse.org. Et en fait, c'est un site complètement en accès libre hein, où il y a plein de ressources. Il y a des jeux, des écrits, des méthodes et donc un annuaire avec des personnes qui sont déjà formées, etc. pour opérationnaliser la robustesse dans les territoires. Et ça, ok, je pense que là, il y a vraiment des choses à creuser. Donc voilà, c'est ouvert. génial. Bon, bah, je mettrai le site dans les notes de Yes. l'épisode. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur la robustesse ou sur la robustesse dans la santé du vivant? Ouais, alors j'aime bien le répertoire des disruptions là. C'est Antoine Chevalier de mémoire, hein, je me souviens plus très bien, mais c'est un répertoire des approches artistiques hein, qui dans des luttes sociales ont fait changer les choses. Et c'est assez joyeux parce que c'est que des approches disruptives au sens voilà enfin c'est par exemple applaudir à contre-courant Ah oui, dans un colloque politique ou des choses comme ça. Et en fait ça crée ce jeu dans les rouages. Et bah ça on est à fond dans la robustesse là. Hein. Si on doit dérailler du monde d'avant, on aura besoin de ce type-là de disruption. Et donc ça c'est un livre que j'aime bien. Et ben sinon, là, sur Arte, là, il passait récemment le film The Programme sur Lance oui, Lance Armstrong. Armstrong, ouais. Voilà, bah, sur la santé, c'est un très beau, enfin, je sais pas si c'est un beau film, mais en tout cas, c'est un film qui explicite très très bien ce que le culte de la performance nous fait Ouais, faire ouais, ouais, et le déni dans lequel ça nous fait rentrer. Hein. ouais, C'est tout à fait. assez Ouais. dingue. C'est celui où il y a Guillaume Canet dans le rôle Ouais. du Oui, professeur du fou, coach, là, enfin. voilà, oui, 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 ouais, 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 ouais. Ok. Et pour terminer, même si c'est pas forcément ton domaine de compétence, mais quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour rester en bonne santé le plus longtemps possible? Alors, ben, un tout petit conseil très pratique que je devrais d'ailleurs plus souvent me prodiguer aussi. Le matin, quand on se réveille et qu'on doit se lever, on se met au bord du lit et pendant 1 minute, on ne fait rien et on écoute son corps. Voilà. Ok, génial. Effectivement, pas évident. Alors c'est comme rester. Moi, j'aime bien dire aux gens qui viennent me voir d'essayer une fois par jour de s'asseoir pendant 5 minutes et d'écouter les oiseaux. Mhm. Et en fait, quand on fait l'expérience, 5 minutes, c'est hyper long. Et on se rend plus compte du temps Enfin, on n'a Ouais, plus cette notion du temps là. Et en fait, au bout de 1 minute, on a envie de regarder son téléphone, etc. Enfin, Donc voilà. Donc 1 minute au pied du lit, c'est très bien. c'est un début, quoi. Voilà, c'est un début.
Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Olivier de m'avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions. Sur quels médias est-ce qu'on peut en savoir plus sur tes activités? Alors il y a sur LinkedIn, je mets quelques posts, je mets des posts ringardiser la performance, Ouais. comme ça, la robustesse là assez régulièrement. Mais sinon, il y a quelques vidéos sur YouTube aussi, on peut me trouver. Et puis sinon, sur la plateforme, la robustesse.org, sur le site de l'Institut Michel Serres aussi, il y a quelques ressources. D'accord, moi je mettrai sous les liens de tout ça, impeccable. Écoute, merci beaucoup, il me reste plus qu'à te dire à bientôt et prends bien soin de toi. À bientôt, avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute, peut-être même un commentaire, et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme ni Olivier ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.